Bonsoir à tous, on décortique l'actualité locale dans la prochaine demi-heure. Voici les titres de ce mercredi 14 septembre. En service depuis le 7 septembre, le centre de vaccination contre la variole du singe bat son plein. Installé à l'hôpital Bel Air de Thionville, l'équipe médicale reçoit une centaine de personnes par jour chaque mercredi. Nous étions sur place pour ce deuxième jour d'ouverture. Cérémonie avant leur prochain départ. Les militaires du 3e régiment de hussards de Metz se déploient bientôt en Afrique. Nous découvrirons quelles seront leurs missions et bien sûr leurs ressentis dans un instant. Et puis la numérisation des cassettes à la Côte, à Amsou-Warsberg, l'entreprise Family Memories en a fait son activité principale depuis 2017. Rencontre avec ce passionné qui redonne vie aux souvenirs audiovisuels. Après un temps mitigé aujourd'hui, rebelote mercredi. Grisaille et quelques averses sont prévues le matin avec des températures entre 15 et 16 degrés. De belles éclaircies sont possibles l'après-midi avec 22 degrés au maximum. Et la question de l'emploi est cruciale ces derniers temps entre les difficultés de recrutement, le turnover, mais aussi le désamour pour certains métiers. Il faut avant tout favoriser l'échange entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Ce sera le cas lors d'une journée de recrutement qui est organisée à Metz ce jeudi 15 septembre avec 5000 postes à la clé. Et on va en parler avec vous. Jacqueline Schneider, vous êtes adjointe au maire de Metz en charge de l'insertion professionnelle. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, on va développer les titres de l'actualité. Et on démarre avec ce nouveau centre de vaccination, alors non pas contre la Covid-19, mais bien la variole du singe. Installé à l'entrée de l'hôpital Bel Air de Thionville, une centaine de personnes peut y être accueillies chaque mercredi. Aujourd'hui, il s'agissait du deuxième jour d'ouverture. Notre reporter Anne-Sophie Gross était sur place. 104 vaccinations par semaine, c'est la capacité de ce centre ouvert au sein de l'hôpital Bel Air de Thionville, le seul dans lequel il est possible de se faire vacciner de manière préventive contre la variole du singe. Les vaccinations post-exposition, donc ceux qui ont contracté la maladie, sont pris en charge sur le site de Mercy au niveau du Cégide. Les personnes concernées par cette vaccination préventive sont celles dites à risque, les personnes ayant des relations homosexuelles, notamment d'homme à homme, les personnes ayant des partenaires multiples ou celles en situation de prostitution, car cette maladie se transmet par voie sexuelle, voie respiratoire et contact cutané. Mais pousser la porte d'un centre de vaccination n'est pas toujours évident. Quand le centre de vaccination a ouvert, je me suis pas dirigé directement parce que j'étais mal informé là-dessus et je ne savais pas que j'étais une personne à risque. C'est en discutant avec des gens que j'ai pris conscience qu'il fallait que j'aille me faire vacciner. Pour Nicolas, en revanche, se faire vacciner lui semblait indispensable. Tout simplement parce que je pars en vacances dans 2 semaines. Et du coup, c'est là où a débuté à peu près la variole du singe. Donc du coup, je prends mes précautions et comme j'ai des problèmes de défense immunitaire, je préfère me préserver du coup. Quant à savoir s'il faudra 1, 2 ou 3 injections, cela revient au médecin de le déterminer lors de l'entretien préalable à la vaccination. Et cela dépend surtout de l'année de naissance. Les derniers cas de variole humaine, c'était en 77. Dernier cas anecdotique, c'était 78. La vaccination n'était plus obligatoire depuis 79. Donc tous les gens qui sont nés avant cette date, normalement, ont dû recevoir la vaccination qui était obligatoire à l'époque. Et puis à partir de 80 ou 82, il n'y avait plus de vaccination du tout. Donc on a déterminé en fait en fonction des années de naissance le schéma qu'on va utiliser. Les rendez-vous pour une vaccination préventive contre la variole du singe sont ouverts tous les mercredis de 8h à 16h30. Il y a ceux qui soignent directement et puis ceux qui protègent de plus loin. Et ces derniers sont souvent moins connus, comme les militaires du 3e régiment de hussards de Metz. Après la Norvège, leur prochain déploiement se fera en Afrique. Et avant leur départ, une cérémonie leur était dédiée au quartier Serré de Rivière. L'occasion de les honorer et de comprendre leur mission à l'étranger. Regardez. Une cérémonie forte pour marquer leur départ en opération extérieure.
Environ 80% des militaires du 3e régiment de hussards vont partir en Afrique dans quelques semaines. Une première pour Édouard, 21 ans. On attend tous de partir, tous je pense. Et oui, on est impatient de voir d'autres horizons. Il n'y a pas réellement de peur. Il y a peut-être de l'anxiété parce qu'on arrive dans l'inconnu. Et encore, c'est un grand mot, anxiété. Bon, la famille, c'est évident que c'est peut-être pas toujours évident à comprendre pour eux, mais on sait qu'on part pas à la boucherie comme en 14, entre guillemets. Et non, c'est plus une aventure qu'on vit tous. Installé à Metz depuis 2011, le 3e régiment de hussards est le régiment de cavalerie de la brigade franco-allemande. Spécialisé dans la reconnaissance et le combat en milieu extrême, il va être déployé en Côte d'Ivoire et à Djibouti sous les ordres du colonel Ludovic Sommerla. Je vais envoyer mes hussards là-bas et ils vont effectuer de la formation pour les armées locales et puis également être en mesure, si c'était nécessaire, d'intervenir dans les sous-régions. Et puis une bonne partie du régiment va être projetée, lui, au Moyen-Orient, plus exactement au Liban, et va exercer une mission au profit des Nations Unies, une mission d'interposition dans le sud Liban entre Israël et le Liban. Dernièrement, le 3e régiment de hussards était engagé en Norvège dans le cadre d'un exercice grandeur nature de l'OTAN. L'objectif de ces opérations extérieures est double, être positionné dans certaines zones de conflit pour réagir rapidement en cas d'attaque et s'adapter à n'importe quelle condition. Lors de sa visite du canton de Bitche, Patrick Veyton s'est rendu au sein du cabinet vétérinaire Les Béliers à Anchambert. Il s'agit du premier établissement vétérinaire spécialisé dans les animaux agricoles à s'installer depuis très longtemps sur le territoire. Les conditions de travail sont particulièrement difficiles puisqu'en milieu rural. On est une petite structure, donc on est deux, donc on est d'astreinte un jour sur deux, un week-end sur deux, avec toujours ce stress de s'il arrive quelque chose à l'autre personne, celle qui reste est d'astreinte 100%. Et énormément de déplacements par rapport à une activité qui est de type canine, donc les chiens et chats où on est au chaud à l'intérieur. Nous on a une activité qui est en extérieur par tous les temps, particulièrement en hiver, et sur des déplacements... Là, on a une structure où on se déplace à 30 km de rayon, donc ça fait quand même beaucoup de temps passé en voiture. Ce qui peut rebuter donc les jeunes praticiens. Alors pour lutter contre la désertification des zones rurales et soutenir le milieu agricole, le département de la Moselle pourrait envisager d'accorder des aides financières, notamment pour faciliter l'accueil d'étudiants vétérinaires, en termes de logement notamment, ou pour accompagner les jeunes praticiens. Nous sommes prêts à réfléchir avec les organisations professionnelles des vétérinaires de Moselle, à travailler sur la responsabilité d'une réflexion à l'échelle départementale pour voir quel est le maillage, quels sont les trous dans la raquette et comment on peut apporter une contribution là à l'accueil, là au logement, là à l'accompagnement d'investissement. Et pour nous, il est indispensable dans une politique d'aménagement du territoire qu'on trouve à la fois des équilibres et que ce maillage territorial est absolument essentiel pour assumer la responsabilité de l'accompagnement de l'agriculture en Moselle. En zone rurale comme urbaine, préserver les espaces verts est une nécessité. On en parle dans la rubrique environnement aujourd'hui. Un arbre malade peut en contaminer d'autres. Un arbre en mauvaise santé peut même être dangereux. Alors pour éviter cela, des contrôles sont opérés par l'Office national des forêts. Exemple à la Cité des Loisirs à Amnéville où les arbres sont scrutés un à un sous tous les angles. Regardez. Sollicité pour évaluer la santé du parc forestier amnévillois, Laurent scrute un à un les près de 1000 arbres répertoriés dans la zone de contrôle afin d'en établir un rapport précis. Nous, on contrôle les 4 composantes de l'arbre. Donc, en premier lieu, donc, le pied, le système racinaire. Voilà. Ensuite, le tronc. Ensuite, la charpente. Et enfin, les rameaux et le feuillage. Voilà, on contrôle ces 4 composantes-là. Voilà. Et donc, on recherche des défauts. Une sonorité qui est anormale ici, là.
Une sonorité anormale du tronc, des champignons au pied de l'arbre ou encore une altération des racines sont autant d'indicateurs qui permettent à notre expert de déterminer la santé des chênes, hêtres et autres charmes qui peuplent la forêt amnévilloise. Sur le site de la zone de loisirs, on retrouve notamment différents champignons lignivores et notamment des symptômes qui font penser à l'armillaire couleur de miel. Alors on n'a pas pu identifier vraiment formellement le champignon parce que je n'ai pas vu de fructification, mais les symptômes évoquent l'armillaire couleur de miel. Et donc ça donne concrètement, des blessures chancreuses qui semblent remonter du sol. Voilà. Et en fait, donc on voit par exemple ces arbres qui sont marqués, vous voyez ici, on voit bien qu'on a des désordres du bas qui remontent sur le tronc. Vous voyez ici, et on a des décollements d'écorce. Vous voyez, quand on regarde ici, et quand vous approchez ici, vous voyez, le système racinaire, il est complètement altéré. Là, je suis dans le système racinaire, on ne devrait pas. Grâce à une étroite collaboration avec les services techniques de la ville, les préconisations de Laurent Nassau sont rapidement mises en application par les employés qui vont faire le nécessaire pour soit trouver une solution permettant d'améliorer la santé des arbres, quand cela semble possible, soit malheureusement les abattre quand ceux-ci ont atteint un stade avancé de dégradation. Quand on est dans des zones un peu plus forestières, comme c'est le cas ici, avec une valeur patrimoniale des arbres qui est plus ordinaire, et ben là on marque directement sur l'arbre ce qu'il faut faire. Voilà. Et dans ce dernier cas, cette méthode-là est particulièrement efficace parce que les équipes de la ville connaissent ce marquage et donc elles interviennent, elles nous suivent, c'est beaucoup plus rapide en fait. Mais quel est au juste l'état de santé global de la forêt amnévilloise ? C'est une situation qui est un peu, qui est un peu générale aussi. Hein. Je veux dire, il n'y a pas qu'à Amnéville. On constate quand même maintenant, de nombreux arbres sont en difficulté. Hein. Quand on cumule les difficultés liées au piétinement dans les parcs, hein, je parle des parcs, il y a quand même beaucoup de piétinement. Donc le sol est compacté en surface. Quand il pleut, l'eau ruisselle, mais les arbres n'en profitent pas vraiment. Hein. On a ce phénomène-là qui se passe. Et c'est difficile pour les arbres, hein, des longues périodes. On a quand même un rayonnement solaire qui est particulièrement intense, avec de très longues périodes de sécheresse, et les arbres sont en grande souffrance. Démarrée au mois de mars dernier, l'étude se poursuivra jusqu'en fin d'année. Ces conclusions donneront lieu à des concertations entre la ville et l'ONF afin de définir quelles solutions mettre en œuvre pour les espaces boisés de la Cité des Loisirs. Une replantation partielle pourrait être alors envisagée. Et après l'élagage de 1200 arbres détériorés et malades, les boisements du fort de Queuleux réouvrent partiellement samedi 17 septembre. Mais pour garantir la sécurité des passants, certaines zones sont encore fermées. Alors veillez à la signalisation. Et dans le cadre des journées européennes du patrimoine, des animations vous sont proposées le samedi 17 de 13h à 19h et le dimanche 18 de 10h à 19h. Alors parmi les ateliers proposés, vous aurez la projection d'un documentaire, mais aussi une visite accompagnée de la crypte et du mémorial. Et comme chaque mercredi, on vous invite à ouvrir la boîte à malice. Au programme aujourd'hui, un focus sur le dernier livre de l'écrivaine Gaëlle Josse et sur la bande dessinée Stooges Bar de l'auteur et illustrateur Manolo Prolo. Mais il y aura également de la musique avec le groupe Extension dont le premier album Univers vient de paraître. Le musicien François Narboni nous explique ici l'origine de ce nom. Il y a une extension au sens esthétique, au sens musical. C'est-à-dire que ça va vers beaucoup de choses et ça vient de beaucoup de choses. Au niveau des instruments, parce qu'on a beaucoup ouvert à l'électronique, avec l'instrument dont je parlais, le Manette 4, Lucas maintenant utilise beaucoup de pédales, de sons. Donc il y a, voilà. Peut-être même au niveau de l'effectif, parce que on est à 4, mais par exemple sur le disque, à un moment il y a un violoncelle, à un moment il y a des chanteuses. Et pourquoi pas sur scène un jour jouer avec d'autres musiciens, un chœur ou j'ai un orchestre symphonique, parce que moi je sais écrire pour tout ça, donc je pourrais adapter mon morceau, voire en créer des originaux. Donc c'est une extension, il y a vraiment un collectif qui peut s'étendre.
Alors rendez-vous ce soir sur Moselle TV à 19h ou sur notre site internet pour découvrir cet entretien en intégralité. Et je vous propose maintenant de faire un bond dans le passé. Vous en avez peut-être dans votre grenier ou dans votre cave de vieilles cassettes vidéo laissées à l'abandon. Et bien depuis 2017, à Hams ou Warsberg, Julien, jeune père de famille, numérise toutes vos archives et leur redonne vie. Jean Milon l'a rencontré. Elle va passer sur la bande réceptrice directement. Et puis là, on va pouvoir commencer à découvrir les premières images de notre film, donc sur l'ordinateur. Donc là, on a Paris en 1982. Sa passion pour la vidéo, Julien la cultive depuis tout petit. Aujourd'hui, grâce à son installation, il numérise vos vieux souvenirs. Le plus courant qu'on a tous connu, qu'on avait tous à la maison, c'est bien la VHS. À l'époque, les caméramans amateurs donc filmaient avec soit la VHS compacte ou le vidéo 8 et H8 qui est venu un petit peu plus tard. Les cassettes, mais aussi les photos papier ou les anciennes bobines de film. Pour lire ses archives, le trentenaire s'est équipé d'anciens appareils. Résultat, retour dans le passé, comme avec ce film du mariage de ses parents, tourné dans cette même pièce datant de 1981. Ou ces vieilles vidéos de la fermeture de la Houve à Creutzwald en 2004. Les images des bâtiments justement qui ont été complètement détruits, donc l'arrivée sur le parking, etc. Tout ça, ça fait partie de la région, c'est un trésor. Moi, ça me permet de montrer ça également à mes enfants. Leur grand-père était mineur directement, c'est un trésor aussi pour eux. À conserver. Depuis qu'il a commencé, en 2018, Julien a traité près de 4000 cassettes et 900 bobines. Et parmi elles, quelques pépites. Minuit passé, tout le monde était encore dans les rues, c'était quelque chose de mémorable pour tous. Après 4 ans d'activité, l'entrepreneur vit aujourd'hui pleinement de sa passion. Les demandes viennent même des 4 coins de l'Hexagone. Au fur et à mesure, ça s'est tellement développé que j'ai dû passer à mi-temps dans mon emploi principal pour démissionner totalement il y a un peu plus de 4 mois. Alors si vous avez de vieux cartons remplis d'antiquités numériques, vous savez désormais qui contacter. Pour la suite, on fait la part belle à l'emploi avec le prochain rendez-vous donné à Metz jeudi 15 septembre. Une journée sous le signe du recrutement avec plusieurs milliers de postes à pourvoir. On en parle avec notre invité du jour. Jacqueline, bonsoir. Jacqueline Schneider, il ne s'agit pas d'une première édition, loin de là, ça va être la 13e journée de recrutement prévue aux alentours de la place d'Armes, l'hôtel de ville, etc. à Metz. Le nombre de postes à pourvoir cette année est assez impressionnant, j'allais le dire, 5000. Comment ça se fait qu'il y en ait autant ? Oui, effectivement, c'est une édition hors norme, en fait, à plus d'un titre. Ce sont des retrouvailles aussi, puisque les 2 dernières éditions n'ont pas pu être réalisées pour des causes que l'on connaît bien. Voilà. Mais cette année, bien entendu, c'est un temps de retrouvailles pour nos entreprises sur ce rendez-vous important, mais avec, comme vous l'avez dit, plusieurs milliers, 5000 offres d'emploi qui vont être vraiment diffusées au cours de cette matinée. 62 recruteurs, donc organismes, petites entreprises, grandes entreprises, mais également collectivités, dont nous-mêmes d'ailleurs, puisque nous profitons également de l'occasion pour faire quelques recrutements. Mais ce que cela veut dire, ce que cela signifie, c'est que le marché est étendu. C'est synonyme de difficulté. Absolument. De difficultés pour les entreprises. Et nous avons de ce fait, depuis le début de l'année, démultiplier les rencontres, les job dating, les forums ou des participations diverses à des événements emploi de façon à pourvoir les besoins du territoire. Alors parmi les jobs proposés, ce sont des jobs très diversifiés avec des niveaux d'études différents. Expliquez-nous. Ah oui, on est complètement diversifié puisque les emplois à pourvoir peuvent être non qualifiés comme des emplois à Bac+4 avec à la clé bien sûr des CDI mais aussi des CDD
Et un point très très important, toujours et encore, l'apprentissage et l'alternance pour nos jeunes, puisque les entreprises se sont beaucoup développées ces dernières années avec un recrutement sur la base de l'alternance, qui est un moyen très efficace pour eux en matière de sourcing, mais également pour les futurs salariés, futurs collaborateurs, pour prendre connaissance finalement et des métiers et de l'environnement de l'entreprise. Alors parmi les domaines qui sont représentés, ils sont vastes, l'industrie, l'automobile, l'immobilier, la restauration, le sanitaire, l'énergie. Vous l'avez dit, donc une soixantaine en tout cas d'entreprises seront présentes, notamment aussi tout ce qui a trait au transport. On sait qu'en ce moment c'est un domaine qui peine. Absolument. Et d'ailleurs, la ville de Metz va recruter des chauffeurs poids lourds, mais pas uniquement. Tout au long de l'année, nous avons ce type de demande, très clairement. C'est un secteur en forte tension. Alors, d'une façon générale, les secteurs d'activité, ou en tout cas les emplois qui sont les moins qualifiés, les salaires les plus bas, sont les plus difficiles à pourvoir à l'heure actuelle. Nous n'avons aucune difficulté dans un certain nombre de domaines, notamment les domaines de la technologie, de l'informatique et autres. Tous ces secteurs-là sont florissants. On voit effectivement la création d'emplois être boosté depuis 2 ans. Mais en revanche, tout ce qui est de l'ordre de la main-d'œuvre, de la manutention, des secteurs comme la distribution également, qui n'avaient jamais connu de tensions particulières, qui aujourd'hui se retrouvent également avec ces difficultés à recruter. Donc la solution, c'est bien sûr l'opportunité, la rencontre telle qu'on l'organise sur ce type de salon, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a également tout un rôle à jouer dans la mise en place des bonnes formations et des bons outils d'accompagnement pour ces futurs salariés dans leur formation. Vous êtes en charge de l'insertion professionnelle à la ville. Quel recul on peut avoir après presque 13 ans de ces journées de recrutement ? Est-ce que finalement l'insertion, elle y est efficace ? Est-ce que quand on a un poste pourvu, finalement, est-ce qu'il est pérenne après ? Alors le constat depuis 2 ans, quand on est arrivé en gestion à la ville de Metz, c'est qu'effectivement il y avait 1 ou 2 forums qui étaient organisés, un notamment annuel. Par contre, nous n'avions pas de statistiques ni de données. En arrivant, 2 décisions importantes. Déjà, c'est de structurer cette démarche et de faire en sorte que un service Metz Emploi Insertion soit réellement créé. Donc aujourd'hui, ce sont 9 personnes. Nous avons créé des postes de façon à organiser, structurer et mettre en place les outils de suivi. Ça, c'est clair. Ensuite, le travail, c'est aussi un travail de feedback, de retour d'expérience des entreprises. Et cela, nous l'avons mis en place dès le départ en démultipliant des partenariats qui nous permettent d'avoir un suivi. Les entreprises reviennent vers nous, c'est que globalement, l'efficience doit être à peu près trouvée à ce jour. On va peut-être donner les infos pratiques pour les personnes qui seraient donc intéressées par cette journée de recrutement. Donc ça sera à l'hôtel de ville, donc autour sur la place d'Armes également, mais aussi au cloître des Récollets, c'est la nouveauté cette année. Oui. Ce sera que des stands, il y aura aussi il y aura que des échanges avec les entreprises. Vous avez des petites conférences ou Non, on est vraiment sur un format d'efficacité, de rencontres. On donne son CV, sa lettre de motivation. Le CV, la lettre de motivation, privilégier bien sûr l'échange pour mieux connaître l'entreprise et également pour les personnes qui seront présentes, avoir l'opportunité également de défendre leur candidature. Très bien, donc n'oubliez pas votre CV, votre lettre de motivation, ça sera donc de 9h à 15h, je le rappelle, donc sur la place de l'hôtel de ville, la place d'Armes, mais aussi au cloître des Récollets. Merci pour votre présence et très bonne journée de recrutement. Merci Anna. Et à quelques jours des Journées européennes du patrimoine, l'image du jour nous fait découvrir l'église Saint-Eucaire du quartier des Allemands de Metz. Ce matin, la Fondation du patrimoine et la ville signaient en son sein une convention de collecte de dons pour restaurer 4 peintures murales datant du 15e et du 19e siècle. Le chantier doit se tenir sur 4 ans à raison d'une peinture par an pour un coût total de 300 000 €. La première tranche, vous le voyez sur les images, est
en cours jusqu'à fin novembre à hauteur de 86 000 €. Alors si leur préservation vous tient à cœur, vous êtes invité à faire un don sur le site internet de la Fondation du patrimoine. Quelques contreparties sont prévues selon la hauteur de votre don, en plus de la réduction d'impôt. L'objectif total est de collecter 30 000 €. Et côté info, c'est tout pour aujourd'hui, mais vous en saurez davantage sur la culture, comme je vous le disais précédemment, avec la boîte à malice dès 19 h. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.